Imaginez fermer votre porte à clé ce soir. C'est la frontière ultime entre votre vie privée et la rue. Mais il y a 9000 ans, dans ce qui se rapprochait le plus d'une ville, ni l'une ni l'autre n'existaient. Il n'y avait pas de rue. Il n'y avait pas de porte. Si vous viviez dans l'ancienne agglomération de Çatalhöyük, votre maison était collée à celle de votre voisin. Le seul moyen d'y entrer était de traverser son toit, de trouver une ouverture et de descendre par une échelle en bois dans une pièce remplie de fumée. Vous viviez au coude à coude avec des milliers de personnes et dormiez juste au-dessus de vos grands-parents morts. Voici l'histoire de ce qui arrive quand des êtres humains essaient de vivre dans une telle promiscuité pour la toute première fois, bien avant que quiconque ait inventé la notion d'espace personnel. Il y a 9000 ans, dans l'actuelle Turquie centrale, un groupe de premiers agriculteurs décide de se sédentariser. Mais ils ne construisent pas un village avec ses chemins sinueux, ses clôtures et ses cours. Ils bâtissent un unique bloc compact de briques de terre crue. À son apogée, les anthropologues estiment que près de 8000 personnes vivaient à Çatalhöyük. De loin, le site ne ressemblait pas à une ville. Il évoquait plutôt un gigantesque rayon de miel au sommet plat, émergeant des marécages. Comme il n'y avait ni ruelle ni route, le niveau du sol était complètement clos. Toute la vie publique de l'agglomération se déroulait en hauteur. Le toit, c'était la rue. C'était la place publique. C'était l'atelier. Le matin, pour sortir de chez soi, il fallait grimper à une échelle, se hisser sur son toit, puis traverser les toits de 10 ou 20 autres familles, ne serait-ce que pour atteindre la périphérie du site. Imaginez transporter chaque jour vos outils, votre bois de chauffage et vos déchets au-dessus du salon de votre voisin. Et rentrer chez soi relevait de l'épreuve. Pas de fenêtre pour laisser entrer la lumière. La seule entrée, un trou carré dans le toit. Il fallait descendre par une échelle en bois, dans le noir. Mais il y avait un hic. Faute de fenêtre, ce même trou dans le toit servait aussi de seule ventilation pour le foyer. La porte d'entrée était aussi la cheminée. En descendant dans la maison, on plongeait directement dans une colonne de fumée âcre. Nous savons précisément l'effet que cela avait sur leur organisme. Les bioarchéologues qui ont examiné les squelettes des habitants ont trouvé des dépôts de suie noire et épaisse tapissant l'intérieur de leurs côtes. Toute leur vie, ils ont respiré cette fumée de bois, s'asphyxiant lentement pour avoir un abri. Mais une fois les yeux habitués à la fumée, l'intérieur de la maison se révélait tout à fait étrange. On pourrait s'attendre à ce qu'une cabane de terre primitive soit grossière et sale, mais les habitants de Çatalhöyük étaient obsédés par leur intérieur. Ils enduisaient leurs murs d'une argile d'un blanc éclatant qu'ils lissaient méticuleusement, et de ces murs immaculés jaillissaient des formes massives et terrifiantes. Ils enchassaient les crânes et les cornes véritables d'imposants taureaux sauvages, les aurochs, directement dans l'architecture. Une seule pièce pouvait parfois compter plusieurs paires de cornes saillant des murs et des banquettes, comme des sentinelles silencieuses dans la lumière vacillante du foyer. Mais le plus étrange dans la maison n'était pas sur les murs, c'était sous vos pieds. L'espace était si limité et le lien familial si intense qu'il n'existait pas de cimetière extérieur. Quand un proche mourait, son corps était ligoté en position fétale. La famille creusait alors une fosse dans le sol de la maison, y déposait le corps et la rebouchait d'un enduit. Et ils ne les enterraient pas n'importe où, mais précisément sous les plateformes d'argile surélevées où dormait la famille. Chaque nuit, on s'allongeait sur une fine natte, séparée des corps en décomposition de ses ancêtres par quelques centimètres de terre durcie. Dans certaines maisons, les archéologues ont retrouvé jusqu'à 60 squelettes sous un même sol. Parfois, des années plus tard, la famille déterrait le crâne d'un ancêtre chéri, le recouvrait d'enduit pour lui remodeler un visage, et le faisait passer de main en main lors de cérémonies. La frontière entre les vivants et les morts n'existait tout simplement pas. Maintenant, arrêtons-nous un instant et imaginons l'intense pression psychologique d'un tel environnement. 8000 personnes, aucune intimité, aucun répit. On respire la fumée, on dort sur des squelettes et on entend ses voisins marcher au-dessus de sa tête. L'homme moderne supporte à peine de partager une allée commune sans appeler la police. Comment ces gens ne se sont-ils pas entretués ? Les indices archéologiques racontent une histoire fascinante. À Çatalhöyük, il n'y avait ni police, ni tribunaux, ni prison, ni roi pour faire régner l'ordre. De fait, les tensions finissaient par exploser. En examinant les crânes des habitants, les scientifiques ont fait une découverte suspecte. De nombreux crânes présentaient des fractures avec enfoncement, mais cicatrisées. Quelqu'un leur avait fracassé la tête. Mais il ne s'agissait pas de blessures d'épée ou de lance, infligées par une armée d'envahisseurs. C'étaient des traumatismes par objets contondants, souvent localisés sur le sommet ou l'arrière du crâne. Les chercheurs pensent que les victimes étaient frappées avec des pierres ou des boules d'argile durcies. Mais le taux de cicatrisation élevé prouve qu'elles survivaient. Ce n'était pas une guerre organisée, c'était des conflits de voisinage. Des disputes de couple, des rixes de taverne sans la taverne, un coup soudain porté à l'arrière de la tête quand une querelle à propos des ordures sur le toit avait dégénéré. Pourtant, malgré ces coups sur la tête occasionnels, cette société a perduré pendant plus d'un millénaire. Et elle y est parvenue grâce à un système d'égalité radicale.
Les historiens débattent pour savoir si l'on peut réellement qualifier Çatalhöyük de ville, car il lui manque un élément que nous jugeons essentiel, un dirigeant. Quand les archéologues explorent des cités antiques plus tardives, en Égypte ou en Mésopotamie, ils découvrent aussitôt des palais, d'immenses temples, des quartiers riches aux grandes demeures et des quartiers pauvres aux maisons minuscules. À Çatalhöyük, rien de tout cela. Chaque maison est peu ou prou de la même taille. Personne ne possède de grandes demeures. Personne n'accumule de trésors. Si quelqu'un voulait parader, il ne pouvait pas construire une maison plus grande, faute de place. À la place, il se contentait de renouveler plus souvent l'enduit de ses murs, ou d'accrocher plus de crânes de taureaux. La pression sociale en faveur de l'égalité devait être immense. Même en se prenant pour un roi, il fallait toujours emprunter la même échelle enfumée que les autres. Finalement, cette grande expérience a pris fin. Vers 5700 avant notre ère, le site a été en grande partie abandonné. Le modèle de la ruche humaine ne deviendra pas le schéma directeur de l'avenir. À mesure que les populations augmentaient, les humains ont compris qu'ils avaient besoin d'espace. Ils ont inventé la rue, ils ont inventé la ruelle, ils ont inventé la lourde porte en bois sur ses gonds, cette barrière physique qui proclame « Ici, c'est mon univers et là-bas, c'est le tien ». Nous voyons nos villes modernes, avec leurs quadrillages tentaculaires et leurs appartements isolés, et cela nous semble normal. Pourtant, la rue relève de la technologie. La porte d'entrée est une invention. Elles ont été créées pour nous maintenir à distance les uns des autres. Les habitants de Çatalhöyük n'avaient pas ce luxe, ou peut-être, tout simplement, n'en voulaient-ils pas. Ils ont choisi de vivre comme un seul et gigantesque organisme, partageant leur toit, leur fumée et leurs ancêtres, dans ce qui fut la toute première ébauche de la civilisation.